Je vous propose qu'on commence. La première intervention de la matinée va être faite à la fois par Eric et Mathieu, Eric Céduc et Mathieu de Thales Alenia Space. Donc Eric va parler du projet Nanobob qui est devenu RIX. Ouais. Voilà. Plus ou moins. Et ben à toi Eric. Merci. Merci pour l'introduction, Mathieu. Autre Mathieu B. Voilà. On a Mathieu Barthélémy, Mathieu Bertrand. On vient de faire la distinction entre eux. Merci beaucoup aussi aux organisateurs de nous donner la possibilité de présenter le travail que je porte au sein du CEGIP dans le domaine quantique, communication quantique, de côté plutôt spatial. Et je vais expliquer un petit peu comment ça s'est venu et comment on va en continuer. Et ensuite, l'expert Thales va prendre le relais et vous donner beaucoup plus de détails encore. Donc, je vais vous parler de deux projets. Un s'appelle Nanobob, un projet qu'on a lancé ensemble avec notre partenaire à Vienne, Institute of Quantum Optics and Quantum Information. Le fameux institut dont réside Anton Zeilinger, qui a en 2022 eu le prix Nobel, notamment pour son travail sur l'intégration avec Arne Esper et John Clauser. En 2016, on avait organisé, notamment avec Mathieu Barthélémy ici, une conférence pour laquelle j'avais pu inviter un collaborateur de l'ECOQI, Rupert Ursin, qui est venu ici, qui a parlé de la communication quantique, déjà quelque chose de nouveau pour nous. Et en plus, il a dit, mais je pense qu'on peut faire cela avec un tout petit satellite. Ce serait vraiment chouette de montrer que ce serait faisable avec un CubeSat. Ensuite, après son intervention, on a fait un petit calcul sur un petit papier et en fait, il nous a convaincu qu'a priori, oui, pourquoi pas. On a lancé une étude avec des étudiants dont je vous parlerai aujourd'hui. Le deuxième projet, un projet qui s'appelle RIX, pour Réseau d'information quantique par le spatial. Et c'est ce projet qui est porté par Thales Alenia Space, et dans lequel je contribue pour le CEGIP avec quelques simulations. Je vais très rapidement donc parler de ce projet. Et il a déjà évolué vers un deuxième projet qui s'appelle ProRIX, et Mathieu en parlera en détail. Bon, tout cela avait commencé avec un rêve. Ici, ce rêve est l'Internet quantique, qui ne sera pas du tout comme l'Internet comme on le connaît maintenant. C'est très très différent en fait. Cet Internet utilisera comme ressource l'intrication. C'est une corrélation entre deux états quantiques qui est beaucoup plus forte que la corrélation classique. Et il sera donc la ressource de ce réseau d'information quantique. Ce rêve a été très bien expliqué dans 3 articles qui sont apparus en 2018. Prenez une photo, vous allez recevoir probablement le slide si vous voulez lire un petit peu plus. Notamment le premier est très accessible. Il explique très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chose très chouette avec la possibilité de distribuer l'intrication. Et en fait, on pourrait connecter les ordinateurs, on pourrait connecter les capteurs, tous avec la capacité quantique évidemment. Une chose qu'on peut faire à la communication quantique, c'est probablement la chose la plus facile à faire. Et Mathieu en dira un petit peu plus, je pense. Donc, je le laisse comme ça ici. La raison pour laquelle le spatial est très intéressant et qu'en fait on sait faire, notamment la communication quantique, on sait faire déjà actuellement avec des réseaux fibrés.
mais on ne peut pas aller très loin. Les pertes dans les fibres optiques sont telles qu'ils sont quand même trop élevées pour passer au-delà d'environ 100 km. Les pertes sont exponentielles dans une fibre. Par contre, si on passe dans l'espace libre, les pertes sont linéaires avec la distance, ou quadratiques avec la distance. Et donc, à ce moment-là, on peut aller de distances beaucoup plus loin, mais sur Terre, si on reste à la surface, la vue qu'on a sur nos voisins plus loin se limite quand même à 200 km environ. Donc, la courbature de la Terre va nous limiter dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on propose donc d'aller dans l'espace. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer de connecter des réseaux fibrés sur petite échelle de l'agglomération de villes, environ 100 km, 200 km, avec des satellites qui vont pouvoir environ 10 fois plus loin, disons 1200 km. Donc une petite image ici d'un tel schéma. Ici on aurait donc des sources de photons intriqués. On utilise les photons parce qu'ils sont les moyens les plus faciles pour déplacer l'intrication, pour échanger l'intrication. Ce qu'on aura besoin sont donc des sources de photons intriqués qui produisent des paires de photons. On envoie un photon d'un côté, un autre photon du paire de l'autre côté, et la chose magique est que si on fait des mesures qu'on appelle des mesures de Bell, ici dans cette station ici, on va en fait échanger l'intrication, et à la fin, si on le répète plusieurs fois, ici 3 fois par exemple, un utilisateur qu'on appellera Alice ici à gauche et un autre utilisateur qu'on appellera Bob tout à droite vont se trouver avec des photons intriqués, et la partie magique est que ces photons n'ont jamais interagi. Ils ont été produits par ces sources de photons intriqués ici à gauche ou celui ici à droite, mais ils sont quand même très très fortement corrélés. Donc on va pouvoir passer, on peut produire par exemple des clés quantiques qui seront bien sécurisées par la mécanique quantique. Pour cela, il est nécessaire qu'on n'a pas seulement la possibilité d'effectuer cette mesure de Bell, mais qu'on aura aussi une manière pour temporairement stocker ces photons avant de déclencher la mesure. Et je pense que tu expliqueras beaucoup mieux encore avec d'autres figures comment ça se fait en pratique, mais le message est que ces mémoires sont nécessaires, mais ils ne sont pas disponibles actuellement. On n'a pas encore le moyen de le faire efficacement. Donc, ce système ici, actuellement, on ne pourrait pas le construire encore. Et ces mémoires, ils serviront en fait pour synchroniser ces mesures. Si on n'a pas la mémoire, on doit en fait déclencher les sources de telle manière que les photons ici et là vont arriver au bon moment à l'instrument de mesure ici. Ça, on peut le faire en principe avec un horloge, moi je l'appelle donc master clock, une horloge maître. Je ne sais pas si c'est la bonne manière pour l'exprimer en français, mais bon, vous comprenez que c'est celui qui règle tout le système, qui gère la synchronisation de toutes ces sources et qui fera sûr que les mesures seront faites au bon moment. C'est très compliqué, donc pour une première démonstration, on ne va sûrement pas faire tout un tel système avec plusieurs stations sourdes, non.
on va se concentrer sur une toute petite partie. La première idée a été donc de faire un démonstrateur qui ferait tout simplement une mesure d'un côté dans l'espace d'une source qui se trouve sur Terre, avec l'idée que ce serait plus simple de laisser la source relativement complexe sur Terre et de mettre uniquement le détecteur de photons simples, de photons uniques, dans le séquence spatiale. Donc ça, on a proposé donc avec Rupert Oersten en 2016 et on avait développé avec des étudiants, on a fait de premières études pour développer un blueprint de ce satellite et on a même essayé de le construire. Malheureusement, on n'a jamais réussi ici en France de trouver l'argent pour faire ce projet. Ni en Europe d'ailleurs, mais ça va se faire. Il y a des partenaires maintenant, il y a le groupe international qui sont en train qui sont beaucoup plus loin maintenant que nous. On était à l'époque. On aurait pu être le premier en France. Ça c'est quand même quelque chose d'important à dire. Donc on avait construit le concept de ce petit satellite qui allait recevoir les photons intriqués de la station Sol, qui enverrait l'autre photon vers un, deux, trois utilisateurs dans un petit réseau sur Terre. Tout cela a été donc pas inventé au sein du CSUP. On s'est occupé d'une partie spatiale et d'autres partenaires dans le projet sont occupés de la construction de la source ce petit réseau synchronisé, par exemple, a été développé et proposé par un partenaire à Nice, Portugal. Nous, on a fait donc une première étude pour montrer que tout rentre dans un petit satellite. C'était le premier but, le premier objectif de ces travaux. Donc, on fait une analyse qu'on appelle SWOT, Size, Weight and Power, tout rentre dans la boîte. On a regardé plusieurs composants critiques pour cette mission, notamment le détecteur, on a fait une étude du budget atmosphérique, du lien atmosphérique, les pertes qui vont se produire quand le photon traverse l'atmosphère. On a développé le module optique sur papier, on ne l'a pas construit. Nos partenaires à Vienne ont construit ce type de module déjà dans leur laboratoire. On s'est occupé notamment de la partie thermique dans le satellite. On a fait des calculs de simulation pour montrer qu'effectivement on pourrait s'attendre à produire assez de clés de bits secrets pour rendre ce projet très intéressant du point de vue de communication quantique. La partie que je voudrais stresser ici, que ce projet aussi montre que la synchronisation, la distribution de temps, la datation est très importante. Nous avons besoin, en fait, de savoir si les photons qu'on détecte sont réellement des photons intriqués. Il y a d'autres photons qu'on va détecter. On va détecter des dark, qui ne sont pas des photons du tout. Le détecteur se déclenche tout seul. On va détecter les photons du background, du fond, les photons résiduels en fait, qui ne sont pas donc intriqués. Et ça va ajouter du bruit à notre mesure, et pour réduire ce bruit et rendre la mesure finalement possible, il faut donc bien corréler les photons intriqués. Et ça, on peut le faire effectivement avec une mesure de corrélation que je vais vous montrer dans un instant. L'important, c'est de savoir que si on a une très bonne résolution dans le temps, on va pouvoir corréler le temps d'arrivée des photons aux stations Sol
avec celui dans le satellite et bien déterminer quels photons sont intriqués. Si je présume qu'on a une résolution dans le temps de 1 nanoseconde, on ne va pas pouvoir supporter énormément de pertes. Et ça c'est montré ici. À l'échelle horizontale, il y a l'atténuation atmosphérique, verticale, le nombre de bits secrets qu'on va pouvoir construire ou ajouter à notre clé secrète. Dans le cas de 3 scénarios, un avec des dark rounds assez élevés et à droite le courbe rouge avec très peu de comptage de dark ou de background. Si la résolution temporelle est beaucoup mieux, facteur 5 plus élevé, en fait, on va pouvoir supporter des pertes qui sont beaucoup plus élevées, jusqu'à 60 décibels ici. Donc, pour nous aussi, donc, la datation à une échelle très courte, très importante, donc on a besoin d'une horloge atomique à bord de ce satellite, de bien connaître le temps et de communiquer avec la station Sol, qui va lui-même donc détecter les photons après un passage à travers l'atmosphère. Donc il le détecte un petit peu plus tard dans le temps. Le satellite, lui, va aussi détecter les photons, ils sont plus proches, pardon, c'est l'inverse. Au sol, donc, on va détecter les photons très proches de la source, donc assez rapidement. Le satellite le détecte un petit peu plus tard. Par contre, il y a une forte corrélation entre les événements qu'on détecte au sol et dans le satellite, dans la solution que les photons du dark et du background, du fond, du bruit, n'est pas trop élevé. Et donc cette corrélation va montrer qu'on a ce qu'on appelle une coincidence window qui est assez étroite et qu'on peut estimer ici à l'ordre de 1 nanoseconde, dans un cas réalisé par nos collègues à Vienne. Donc ici, qui montre donc que si on fait cette corrélation, on va retrouver, en fait, on va pouvoir remettre les deux horloges, à la fois celui au sol et celui dans l'espace à la même échelle. Voilà. Donc ensuite, ce projet n'a pas abouti au lancement du satellite, mais j'ai été demandé par un autre collègue de Mathieu, Matthias van den Bos, de participer au projet de définition d'un réseau Internet quantique pour lequel, ici à Grenoble, on a apporté nos connaissances du petit satellite et notamment de la simulation de transmission atmosphérique qu'on avait déjà effectuée. Par contre, ici, il va falloir le faire pour 2 liens. Ici, la source se trouve dans le satellite, il envoie les 2 photons sur Terre. Il y aura donc 2 liens atmosphériques à analyser au même temps. Et Mathieu va expliquer un petit peu plus en détail comment ça a été donc fait en pratique. Là, on avait pris un cas spécifique, une station Sol à Paris, un autre à Calais, et si le satellite passe entre les 2 stations Sol, ou au moins assez proche des 2 stations Sol, il va pouvoir donc communiquer avec les 2, envoyer ses photons et à nous de les détecter et corréler ces mesures et ensuite déterminer quels photons sont bruits, quels photons sont réellement des photons intriqués. On a fait ces simulations et là aussi donc le message à passer, il y a plein de paramètres qu'on doit prendre en compte, la taille des récepteurs, l'intensité de la source, etc. Mais aussi donc notre résolution dans le temps.
pour déceler de nouveau les photons intéressants, les photons intriqués des photons de bruit. Donc on a fait ces simulations avec une simulation des orbites très réaliste. On l'a fait sur de très longue durée, c'était très important aussi. On a vu des effets assez bizarres. Si on présume qu'on fait la simulation pendant une journée, il y a quand même 15 tours du satellite autour de la Terre, donc on pourrait prétendre qu'on sait tout à ce moment-là de ce système. On a vu qu'il y a des effets saisonniers qui vont se produire pour certaines orbites. On a utilisé la métrique qu'on avait développée dans le cadre du projet NanoDop de la communication quantique pour en fait avoir une mesure de l'efficacité de l'échange de l'intrication. Et ensuite, on a vu qu'avec une précision de datation, du timing, d'environ 200 picosecondes, ce système devrait pouvoir marcher en pratique. Je vais arrêter ici, parce que toi, tu as encore beaucoup de choses à dire et j'ai déjà parlé de 20 minutes. Donc merci Eric pour l'introduction et merci à tout le monde de m'avoir invité. Donc moi je suis Mathieu Bertrand, je travaille à Thales Alenia Space à Toulouse. Ça fait environ 3 ans que je suis arrivé là-bas et avant j'avais fait une thèse en atomes froids, donc vraiment de la physique quantique. Les atomes froids c'est typiquement utilisé par exemple pour faire des horloges atomiques. Donc j'ai plus des connaissances de physique quantique et j'apprends les satellites depuis 3 ans. Donc là je vais vous présenter donc, ce projet dont a parlé Eric. Et on travaille ensemble là-dessus, donc qui s'appelle ProRIX pour prototypage d'un récepteur de réseau d'information quantique. Donc, le but, ça va être de développer un récepteur de ce genre de système d'internet quantique par satellite. Et là, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer donc de vous motiver un petit peu le sujet et de démystifier au maximum, parce que je sais que dès qu'on parle physique quantique, souvent ça paraît un peu mystique. Donc je vais essayer de rentrer un peu dans les détails sans être trop compliqué, pour vous montrer comment ça peut marcher et essayer de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Donc la motivation déjà, qu'est-ce qu'on appelle les technologies quantiques? Généralement on les classe en 3 boîtes. On a ce qu'on appelle les ordinateurs ou simulateurs quantiques. Donc l'idée de ces systèmes-là, en fait ça a été proposé par Feynman en 81, donc Feynman qui a eu un prix Nobel de physique. Qui s'est dit, en fait, si on veut simuler des objets quantiques, par exemple, je veux savoir quelle est la physique des électrons dans un solide, si chacun des électrons peut avoir 2 niveaux d'énergie interne et que j'ai n électrons, ben, je dois simuler 2 puissance n configurations possibles. Donc très vite, en fait, ça explose complètement les capacités de calcul d'un ordinateur classique. Et ce qui s'est dit, c'est que ben, si j'avais un ordinateur qui était basé sur un mode de fonctionnement quantique, en fait, avec n qubits à la place de n bits, je pourrais directement simuler mon système quantique, plutôt que d'avoir 2 puissance n bits classiques. Donc il y a vraiment une loi d'échelle. Par contre, la façon de fabriquer ces ordinateurs, elle est évidemment complètement différente des ordinateurs classiques. Donc il faut être capable de générer ces fameux qubits. Et pour faire ça, en fait, il y a plein de plateformes possibles. Donc, ceux que vous avez peut-être déjà vus un peu dans la presse, souvent ce qu'on voit, c'est comme ici, c'est plutôt, donc ça c'est des chips supraconductrices. Donc généralement c'est dans des gros frigos à dilution, on voit souvent ces images de Google, je ne sais pas si vous avez vu des espèces de pyramides un peu de cryostat, et à la fin il y a juste une toute petite puce dedans où il y a les qubits. Mais on peut aussi faire ça avec des atomes, donc les atomes froids par exemple, on peut faire ça avec des ions piégés, etc. Il y a plein de façons de faire. Et on peut même faire ça avec des photons aussi. Donc ça, c'est un peu la première classe. Ensuite, il y a une deuxième classe qu'on appelle les capteurs quantiques. Donc là-dedans, on regroupe un peu donc, tout ce qui est horloge atomique, magnétomètre, gravimètre, accéléromètre. Donc tout ce qui est fait à base finalement de qubits aussi, mais cette fois utilisé pour faire de la mesure. Donc les horloges atomiques, ça je pense que ça parle à peu près à tout le monde. On se sert d'un atome et d'une transition propre d'un atome comme référence de temps.
Et enfin, la dernière classe d'application, c'est ce qu'on appelle les communications quantiques. Donc là-dedans, on peut aussi distinguer un peu deux classes. Donc il y a la distribution quantique de clés, dont Eric a un petit peu parlé. En anglais, ça s'appelle la QKD, pour Quantum Key Distribution. Donc là, l'idée, en fait, c'est un peu l'application la plus directe et la plus simple des réseaux d'information quantique. C'est de partager, donc typiquement, en général, on va partager des photons qui ont donc un encodage sur une variable interne. Donc ça peut être soit leur polarisation, soit leur phase, soit un temps d'émission. Et donc il y a quelqu'un qui prépare ces photons, quelqu'un qui les mesure. Et donc comme celui qui a préparé l'état connaît ce qu'il a envoyé et celui qui a mesuré a du coup des mesures fortement corrélées avec celles de l'émetteur, ils vont pouvoir s'échanger du secret commun. Et la grande force de ça, c'est que contrairement à une communication classique, si un espion essaye d'intercepter le signal, donc le photon unique, de le mesurer et de le renvoyer de façon identique, il n'y arrivera pas parce qu'il y a un théorème qui s'appelle le théorème de non-clonage qui dit que si j'essaye de mesurer tout l'état quantique d'un photon en une seule fois, je ne peux pas y arriver. Donc j'ai qu'une mesure partielle et quand je vais renvoyer le photon, en fait la moitié du temps je vais me tromper. Donc typiquement, je ne sais pas si l'encodage c'est la polarisation horizontale ou verticale. Si mon photon, lui, est placé dans un état qui a une superposition un petit peu des deux, et bien l'espion, de temps en temps, il va mesurer du horizontal et du vertical, essayer de le renvoyer pareil, et en fait, il va introduire de l'erreur dans le système, et ça, en réception, c'est possible de le mesurer. Donc ça peut créer des communications hautement sécurisées, où on détecte finalement s'il y a de l'espionnage sur la ligne. Donc ça, c'est la première classe la plus facile à faire, qu'on sait déjà très bien faire. Et la deuxième classe, qui nous intéresse plus, nous, c'est ce qu'on appelle ce fameux Internet quantique. Donc là, le but, c'est de venir connecter les autres classes d'appareils, typiquement 2 ordinateurs ou 2 capteurs à distance, les brancher par ce réseau quantique et les faire travailler ensemble. Par exemple, pour les ordinateurs, faire un calcul à 2 ordinateurs quantiques à distance reliés par ce réseau. Donc c'est ça qui nous intéresse et que je vais essayer d'expliquer un petit peu plus en détail. Donc ce réseau d'information quantique par satellite, à quoi il ressemble? On a les utilisateurs finaux qui peuvent être des capteurs ou alors des ordinateurs et on va essayer de les relier par Internet quantique et cet Internet donc, il va avoir des liens au sol, donc c'est les petits pointillés bleus ici. Ça va se transmettre par de la fibre optique, on va envoyer des photons. Et il y a aussi une partie qu'on va faire par satellite, donc comme l'a dit Eric, en fait par satellite, à distance équivalente, on a beaucoup moins de pertes que dans de la fibre. Et donc pour les longues distances, on va passer par un satellite. Donc ça, c'est un peu voilà, l'image du futur qu'on voudrait créer. Donc dans une première RT-CNES, donc RT c'est pour les recherches et technologies, c'était un projet dans lequel Eric était et Thalès également. Donc le système a été défini un petit peu au niveau. Donc là on voit des choses qui sont très typiques d'un système satellite, le centre de mission, etc., etc. Et si on se concentre plus sur la partie satellite, donc comme l'a expliqué Eric, en fait on va utiliser des sources de photons intriquées. Donc ça je vais vous montrer après comment ça fonctionne, pas que ce soit un mot magique justement. Mais ce qu'il faut retenir c'est que donc, ces satellites vont distribuer des paires de photons à des stations sol. Et au sol, on a la même chose, mais dans des réseaux fibrés. Donc on a des sources qui distribuent des paires de photons jusqu'au nœud du réseau. Et donc ces nœuds en rouge, ils vont permettre de connecter à la fin les utilisateurs qui sont en bleu ici, et qui vont pouvoir se connecter en fait à distance via le réseau pour faire du calcul distribué ou alors d'autres applications. Donc pour essayer de motiver un petit peu plus en détail, je vais essayer de mettre le pointeur. Voilà. Donc, deux applications très intéressantes qu'on voudrait essayer d'obtenir un jour. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le calcul quantique distribué. Donc, ces ordinateurs quantiques, ils sont très difficiles à construire. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ces énormes réfrigérateurs pour avoir à la fin une toute petite puce avec quelques qubits dessus. Si on veut doubler le nombre de qubits, c'est très difficile à faire. Donc l'idée, ce serait plutôt un peu comme un processeur multicœur sur un ordinateur classique, ce serait d'avoir plusieurs ordinateurs quantiques qui ont chacun un nombre de qubits donné, et de faire finalement un calcul simultané avec ces deux ordinateurs. Donc on veut connecter par exemple deux puces à distance.
Donc là, elles peuvent être carrément dans des villes différentes, dans l'idée. Et on vient les connecter par cet Internet quantique. Donc à la fin, donc évidemment le but de ça c'est que avec 2 fois plus de qubits, on peut faire des calculs qui sont bien sûr beaucoup plus importants. Et donc là vous avez une représentation un petit peu schématique, donc les 2 boîtes vertes ce seraient les 2 ordinateurs. Il va falloir un lien quantique, donc ça c'est ce qu'on développe à la fois par satellite et au sol. Et il va falloir aussi une communication classique entre les deux. Et après, on monte dans les couches de complexité. Donc là, jusqu'à la fin, arriver à l'algorithme lui-même. Et voilà. Donc ça, c'est une des grosses motivations. Ce serait un jour de faire ça. Connecter 2 ordinateurs quantiques et les faire calculer ensemble. Donc, petite précision quand même. Pourquoi on a besoin d'un réseau quantique? Parce que justement, à cause de ce théorème de non-clonage, c'est la même chose que pour les photons. On ne peut pas juste... mesurer l'état d'un processeur et le copier sur l'autre. Il va falloir vraiment les connecter directement et ce qu'on appelle les intriquer, donc les corréler très fortement. La deuxième application qui a été proposée, qui est très intéressante aussi, donc là l'idée ce serait de faire un réseau en fait d'horloges par satellite, et toutes ces horloges sont intriquées entre elles aussi, donc elles sont toutes connectées par un réseau optique. Et donc la motivation de faire ça, c'est que donc, ça ferait une référence de temps universelle extrêmement précise, puisque donc, déjà on aurait des horloges atomiques qui, elles, ont déjà une précision qui est énorme. Par exemple, sur les horloges atomiques de strontium ou d'ytterbium, qui sont un peu les tops à l'heure actuelle, on arrive à des précisions jusqu'à 10-18 en précision relative sur la fréquence. Donc souvent on dit que ça dérive d'une seconde à l'échelle de l'univers. C'est déjà immense, mais on peut faire encore mieux. En fait, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc si on prend n atomes dans une horloge atomique, on va avoir une précision qui scale en 1 sur racine de n. Donc déjà, si on prend plusieurs horloges, on augmente le nombre d'atomes, donc on augmente la précision. Et il y a un deuxième facteur qui fait que, donc ça c'est pour des atomes qui sont tous indépendants les uns des autres. Mais si on arrive à intriquer ces atomes entre eux, on peut descendre jusqu'à une limite qui s'appelle la limite d'Eisenberg, qui est en 1 sur n. Donc on peut gagner un facteur racine de n encore sur la précision de l'horloge. Et donc voilà, ça c'est motivant pour avoir un réseau international extrêmement précis. Donc maintenant je vais plus me concentrer sur, pas l'application finale, mais comment on fait le réseau, comment on fait cet Internet quantique. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'on appelle la commutation d'intrication. Donc ça va être nécessaire, puisque je vous rappelle, le but final c'est d'intriquer ces 2 ordinateurs par exemple à distance. Donc intriquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'ils ont des propriétés très fortement corrélées. Et donc quand on dit fortement, c'est plus fortement que ce qu'on pourrait faire avec la physique classique. Il y a une corrélation quantique qui est un niveau au-dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là en fait, cette expérience que je vous propose, c'est ce qui a donné finalement le prix Nobel à Zeilinger et à Strict en 2022. D'accord? Donc, pourquoi ils ont eu ce prix Nobel? En fait, c'est en 1964, il y avait un débat un peu de la physique quantique entre Einstein et Niels Bohr, où l'un disait, donc Niels Bohr, il pensait que la théorie quantique était complète, donc toutes les équations étaient suffisantes pour décrire la physique. Alors qu'Einstein, lui, pensait qu'il manquait des variables cachées, donc toutes ces propriétés un peu exotiques qui peuvent paraître mystiques de la physique quantique, pour lui, c'est juste qu'il manquait des paramètres au modèle. Donc on avait des inconnus qu'on n'avait encore pas identifiés, mais qui sont identifiables et qui permettraient d'avoir une théorie finalement déterministe. C'est ça qui le gênait beaucoup. Donc pour trancher le débat, en 1964, John Bell a écrit ce qu'on appelle l'inégalité de Bell. Donc en fait, il a proposé une expérience que je vais vous détailler, et donc selon le résultat de cette expérience, ça permettait de trancher entre le fait que la physique quantique soit complète ou non. Donc pour faire ça, il faut prendre donc, ce qu'on appelle une source de photons intriqués. Donc je vais vous montrer après vraiment des images expérimentales de comment on fait ça. Là ça peut paraître mystique, mais en fait c'est juste un laser et un cristal qui a des propriétés d'optique non linéaire. Et donc avec le laser, quand on vient pomper ce cristal, il va émettre des paires de photons, et ces photons sont intriqués, donc dans le sens où ils ont des propriétés très fortement corrélées.
Donc par exemple, si je me concentre sur la polarisation, on s'intéresse le plus à la polarisation pour le spatial parce qu'en fait il a été démontré avec un satellite chinois que ça marchait très bien. La polarisation est très bien conservée dans l'atmosphère, donc généralement on parle de polarisation. Donc cette source de photons intriqués, elle peut être dans un de ces 4 états quantiques qu'on appelle les états de Bell. Ce sont les états les plus intriqués possibles avec 2 photons. Donc il y en a 4, soit donc j'ai un photon A, un photon B, soit quand le photon A est dans l'état horizontal, alors je suis sûr et certain que le photon B sera dans l'état vertical, ou l'inverse, quand le photon A est dans l'état vertical, le photon B sera dans l'état horizontal. Donc ça, en fonction de la phase entre ces 2 états, ça crée 2 états de Bell différents. Et on a aussi les mêmes états, où cette fois, donc, les 2 photons vont être mesurés dans le même état. Donc si mon photon à gauche est mesuré horizontal, je dois trouver absolument horizontal aussi à droite. Et si à gauche il a été mesuré vertical, je dois absolument trouver vertical aussi à droite. D'accord ? Et donc ça, en fait, c'est une corrélation extrêmement forte. Et donc, sans rentrer dans les détails du calcul, là, l'idée que vous voyez ici, donc vous voyez qu'on peut définir un estimateur de la corrélation entre ces 2 photons. Et donc, en fait, on voit qu'avec un état classique, on peut évidemment créer des corrélations. Par exemple, si la moitié du temps j'envoie 2 photons horizontaux et la moitié du temps j'envoie 2 photons verticaux, vu de l'extérieur, ça va ressembler à cet état-là. Mais en fait, si je commence maintenant à tourner mes bases de mesure et à regarder la corrélation dans des bases de mesure un peu tordues, je vais voir que le système quantique a des corrélations plus fortes que le système classique. Vous voyez que la courbe rouge, là, elle va un petit peu plus haut que la courbe bleue. Donc ça veut dire qu'on arrive à démontrer que la corrélation quantique est plus forte qu'une corrélation classique. Donc ça, c'est ce qui a valu le prix Nobel à Zeilinger et à Aspe. Et ça démontre aussi que la physique quantique est une théorie complète. Donc pour nous, ça c'est vraiment la brique de base de notre réseau d'information quantique, puisque donc, si on arrive à faire des paires de photons intriqués, et qu'on arrive à envoyer ces photons jusqu'aux utilisateurs finaux, ils n'ont plus, entre guillemets, qu'à transformer ces photons en qubits. Donc par exemple, je reçois un photon, imaginons que mon ordinateur il est fait avec des atomes, et que mon photon il soit pile poil sur une transition de mon atome, et bien, il va pouvoir absorber ce photon, et en fonction de l'état du photon, mon atome il va se retrouver avec le même état quantique. Donc si j'ai fait ça, mes 2 photons intriqués qui sont arrivés jusqu'aux utilisateurs finaux, on les traduit en atomes par exemple, donc mes 2 atomes sont intriqués, et à partir de là, je peux démarrer un calcul distribué, ou avoir mes 2 horloges qui sont intriquées. Donc cette intrication des photons, c'est vraiment la ressource de base de tout le réseau. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc évidemment, le problème qu'on rencontre très vite, c'est que ces photons, si je les envoie par des fibres ou même par l'atmosphère, la majeure partie du temps, ils ne vont pas arriver jusqu'à destination. Ils vont malheureusement être perdus ou absorbés. Donc je vais devoir déjà répéter cette opération plein de fois. Et aussi, si j'ai trop de pertes entre ma source et mon récepteur, c'est là où je vais avoir besoin de plusieurs liens de mon réseau d'information. Donc, par exemple, un lien sol, un lien satellite, un lien sol, jusqu'à arriver à l'autre utilisateur. D'accord ? Donc, ce qu'il nous faut, le seul truc qui nous manque là, c'est comment connecter finalement 2 sources de photons intriqués pour que, donc je ne sais pas si j'ai 200 km de fibres par exemple entre les deux, ça fait trop de pertes pour le faire en une seule fois. Donc, je vais couper en 2 morceaux de 100 km. Je vais mettre 2 sources de photons intriqués, et au milieu, je vais placer un récepteur qui va me permettre de faire ce qu'on appelle la commutation d'intrication, donc qui va permettre de propager l'intrication plus loin. Et donc de proche en proche, on propage l'intrication toujours sur les photons les plus éloignés, et on arrive jusqu'aux utilisateurs. Donc, comment on fait ça ? Eric l'a montré tout à l'heure, pour faire ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle donc le récepteur. Il va faire une mesure de Bell. Qu'est-ce qu'une mesure de Bell ? Donc, avant de comprendre ce que c'est, il faut d'abord comprendre un effet quantique qui s'appelle l'effet Ondman-Bell. Donc qu'est-ce que c'est que cet effet ? C'est que si je prends 2 photons uniques, donc là qui sont représentés par leur paquet d'ondes qui est une petite enveloppe comme ça, et que je les fais arriver exactement en même temps sur une lame séparatrice, donc c'est une lame pour un laser classique, ça couperait la moitié de l'intensité d'un côté et l'autre moitié de l'autre.
Donc là, il y a un effet qui fait que si ces deux photons sont indiscernables, ça c'est très important, ça veut dire qu'ils ont tous les mêmes propriétés, même polarisation, même temps d'arrivée, même fréquence, etc. Alors, ils vont toujours sortir du même côté de cette lame séparatrice. Donc s'il n'y avait aucun effet quantique, j'ai deux photons qui arrivent, chacun a une chance sur deux d'aller tout droit ou d'être réfléchi. Donc s'il n'y avait pas d'effet, en fait, on aurait toutes les configurations possibles, soit ils sortent les deux par le même port, ou soit chacun sort d'un côté. Et bien avec cet effet quantique, s'ils sont indiscernables, alors ils sortiront toujours du même côté. On ne sait pas s'ils vont sortir à droite ou à gauche, mais ils vont toujours sortir ensemble. Et donc ça permet de créer un dispositif qu'on appelle une mesure de Bell. Pourquoi? Parce que donc maintenant, si je rajoute la polarisation à ce schéma, si mes deux photons arrivent et qu'ils ont la même polarisation, ils vont sortir du même côté, ils auront la même polarisation. Donc si ensuite je place des lames séparatrices mais qui sont polarisantes, donc elles sont capables de distinguer les photons horizontaux des photons verticaux. Par exemple, les horizontaux, ils vont traverser et les verticaux vont être réfléchis. Donc là, si mes deux photons avaient exactement la même polarisation, ils vont sortir par le même port et ils vont cliquer sur le même détecteur. Donc là, ça ne va pas me faire une mesure intéressante. Par contre, si j'avais deux polarisations orthogonales, alors ils vont sortir chacun d'un côté et ils vont pouvoir être détectés en polarisation sur deux détecteurs simultanés. Donc quand j'ai des doubles clics de détecteurs, je vais être capable de dire que mes deux photons ne pouvaient être que dans une configuration de polarisation possible et qui est en fait un état de Bell. Donc pourquoi? Parce que par exemple là, ce photon rouge, donc je ne sais pas si c'est le photon rouge qui allait tout droit et qui était horizontal, ou alors si c'est le photon rouge qui était vertical et qui allait ici et qui a rebondi. Donc en fait, j'ai mes deux photons qui arrivent en même temps, j'ai un double clic, mais je ne sais pas si c'était le rouge qui a cliqué à gauche et le orange à droite, ou l'inverse. Et donc ça crée ce qu'on appelle l'état de Bell, puisqu'il y a une incertitude. Donc je ne sais pas si j'avais photon de gauche horizontal, photon de droite vertical, ou l'inverse. Donc là, quand je fais ça, mes deux photons, je vais les mesurer dans la base des états de Bell. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Donc je vais sauter, je vais aller tout de suite là-dessus. Voilà. Donc pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que quand je mesure donc deux photons dans la base des états de Bell, je vais aller plutôt directement sur celui-là. Donc ici j'ai deux sources de photons intriquées, un photon 1, un photon 2, une autre source avec un photon 3 et un photon 4. Au milieu, je fais cette mesure de Bell dont je viens de vous parler. Et bien du coup, le photon 1 et le photon 4 qui ne s'étaient jamais vus vont se retrouver eux aussi dans un état de Bell. Donc c'est comme ça qu'on propage de l'intrication de proche en proche. On a deux sources qui sont émises par des cristaux distincts. Donc eux deux sont intriqués en polarisation. Au milieu, je fais une mesure de Bell, c'est-à-dire qu'entre le photon 2 et le photon 3, je les mesure dans la base de ces états totalement intriqués. Et bien le 1 et le 4 vont se retrouver aussi dans un état de Bell sans jamais s'être vus. Donc c'est ça vraiment le cœur du réseau, c'est de réussir à faire cette opération qu'on appelle la commutation d'intrication. Donc ici, elle est représentée un peu en diagramme espace-temps. Donc ici, vous avez la position et là, le temps. Donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir le photon 1 et le photon 4 qui sont intriqués. Et le dernier élément qu'il faut rajouter à ce réseau pour que ça fonctionne, c'est les mémoires quantiques, puisque donc, les photons, eux, ils se propagent à la vitesse de la lumière. Si on ne les attrape pas à un moment, ils continuent de courir indéfiniment. Donc on va les stocker dans ce qu'on appelle une mémoire quantique, qui est juste quelque chose qui est capable de retenir le photon un certain temps, et quand on a décidé de le relâcher, et d'aller le donner par exemple à l'utilisateur, ou alors à un autre nœud du réseau pour continuer cette opération de plus en plus loin. Donc, ouais, n'hésitez pas à revenir là-dessus sur les questions si jamais ça n'était pas clair. C'est quelque chose qui, au premier abord, voilà, peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Mais j'espère avoir été un petit peu plus clair sur la façon dont ça fonctionne, en tout cas au cœur du réseau. Donc, pour finir, je vais vous parler un petit peu de synchronisation, vu que c'est le but de ce workshop. Donc ici, on voit très bien que la synchronisation elle est cruciale pour deux choses. Il faut que mes deux photons qui arrivent sur la lame séparatrice, ils arrivent exactement en même temps. Donc si j'ai un photon qui arrive de l'espace et un autre qui arrive du sol, on voit tout de suite que la synchronisation ici,
elle est cruciale. Il va falloir réussir à faire arriver ces deux photons en même temps. D'autant que typiquement, donc, la largeur temporelle d'un photon, c'est de l'ordre de la centaine de picosecondes. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une synchronisation qui soit meilleure que ça. Typiquement à la dizaine de picosecondes. Donc c'est une contrainte très très forte. Et la deuxième chose, comme disait Eric, c'est que donc, mon satellite va émettre typiquement des millions de paires par seconde, la source sol également, et à la fin il va falloir que je sois capable de dire, quand deux photons ont interagi et qu'ils ont fait une mesure de Bell qui a fonctionné, quels étaient ces photons. Jusqu'à la fin ils vont arriver aux utilisateurs finaux, et je vais avoir besoin de savoir finalement le numéro de la paire qui a été émise et détectée. Donc j'ai besoin d'un synchro pour deux choses, faire arriver les photons en même temps, et savoir à quelle paire ils correspondent. Donc, on voit que cette synchronisation elle est très très importante. Alors, il y a plusieurs méthodes. Si on est au sol, on peut un petit peu tricher. On peut prendre juste un câble électrique et connecter nos deux sources directement. Donc là, on voit tout de suite qu'avec un satellite, ça ne marche pas. Et en plus, quand les sources sont trop loin, au bout d'un moment, rien que le temps de propagation du signal d'horloge devient une limitation. Donc ça, c'est pas suffisant. Alors ici, bon, je ne vais pas m'attarder. Là, c'est une méthode juste en post-sélectionnant les états, mais ça ne nous convient pas non plus parce qu'il faut qu'on soit capable, dans notre réseau, au fur et à mesure, de donner les résultats de toutes ces mesures de Bell. Donc il faut que ça puisse être fait en temps réel et pas en post-sélection. Donc la méthode qu'on préfère, c'est, en fait, comme l'a dit Eric, d'avoir une master clock quelque part dans le système et de distribuer cette master clock, et donc on va le faire de façon optique. On va aussi envoyer des impulsions optiques, mais qui, elles, vont juste servir de synchronisation. Donc, par exemple, je ne sais pas, on envoie des pulses au gigahertz, et ça nous fait une horloge de référence qu'on va mesurer en réception, et ça va nous permettre de synchroniser tous nos récepteurs comme ça. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de deux applications expérimentales qui ont été faites, alors en réalité, c'est le même groupe chinois qui est dirigé par Jian Weipan, donc c'est celui qui est responsable un peu de ces projets quantiques en Chine. Et là, vous voyez, donc, je vous ai mis les deux expériences pour vous montrer un peu un ordre d'idée de la précision temporelle qu'il faut. Donc là, par exemple, dans cette manip, ils ont fait... ici, c'est une mesure de Bell. On voit les 4 détecteurs. Là, c'est tout fibré, mais en fait, il y a les optiques polarisantes et la lame séparatrice qui sont ici. Et donc, ils ont propagé en fait des pulses optiques pour la synchronisation, et ils arrivent à une précision de l'ordre de 2 picosecondes. Assez impressionnant. Et pour vous donner une autre idée, donc voilà, ça c'est un peu ce qui a motivé tout notre domaine. En 2017, il y a un satellite qui s'appelait Missus qui a été envoyé par la Chine et qui a permis d'envoyer des paires de photons intriqués depuis un satellite vers 2 stations optiques au sol. Et ensuite, donc là, ce qu'ils ont fait, c'est juste, entre guillemets, de mesurer les corrélations entre les deux photons pour montrer que tout s'était bien passé lors de la propagation. Et donc là, évidemment, il y avait aussi besoin d'une synchronisation. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est que quand on a 2 télescopes qui pointent l'un vers l'autre, on a toujours un signal de balise qui sert juste en fait à ce que les télescopes se pointent. Et là, ils avaient pulsé leur système de balise pour faire une référence d'horloge. Et donc cette fois, ils avaient une précision un petit peu moindre, de l'ordre de 0,77 nanosecondes. Donc juste pour vous montrer voilà, un petit peu ce vers quoi on tend et à quel point on a besoin de cette précision très importante. D'accord. Donc là, bon, oui, le reste, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Donc, pour démystifier encore un petit peu, une source de photons intriqués, par exemple, ça ressemble à ça. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un laser de pompe qui envoie des photons. Donc ici, il y a une petite cavité optique triangulaire avec 2 miroirs. Et ce cristal au centre, là, c'est un cristal de potassium. Et en fait, c'est lui qui a des propriétés non linéaires et qui est capable d'émettre des paires de photons. Donc voilà, c'est pas si mystique que ça au labo, c'est pas assez impressionnant, c'est un laser et un cristal, et ça suffit à faire des photons intriqués. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations, je vais m'arrêter ici. Peut-être une dernière petite slide donc, pour vous dire pourquoi les satellites sont si importants. C'est que donc, si on prend de la fibre optique et qu'on essaie d'envoyer des photons, on va avoir des pertes qui sont exponentielles. Typiquement, on prend 0,2 dB par kilomètre. Pardon. Donc voilà, très rapidement, on va avoir des grosses pertes.
Tandis que si on passe par un satellite, comme l'a dit Eric, en fait, donc si la distance entre le satellite et le sol, je l'appelle L, les pertes elles sont juste quadratiques avec la distance. Donc ici sur ce plot, vous voyez que si j'augmente la distance entre donc, soit le satellite et le sol, ou soit les deux stations sol, les pertes en orange ici c'est les pertes que j'aurai par satellite, alors qu'en bleu c'est ce que j'aurai par fibre. Très vite il y a une distance, il y a une différence énorme de pertes. Donc c'est pour ça que ça motive un petit peu les communications quantiques par satellite. Et voilà, donc là-dessus je vais conclure et je vous laisse libre parole pour les questions parce que je suppose qu'il y a des points à éclaircir. Merci. Et Eric, on va donner la parole à la salle pour voir s'il y a des questions. Ethan. Ouais, t'as pas besoin de micro. je pense pas. Merci Mathieu pour la présentation, merci Eric pour le sujet super intéressant. Moi, je suis plutôt côté matériel, donc du coup, je suis intéressé plus pas comment fonctionner, mais comment le matériel. Là, vous avez utilisé deux lasers en fait pour envoyer le photon, si j'ai bien compris, des satellites jusqu'à la récepteur et le récepteur jusqu'à la satellite. Les pertes en atmosphère, il n'est pas énorme, mais l'environnement, là, c'est un faisceau laser. Du coup, les perturbations par l'environnement, par la condition météo, par des choses comme ça, est-ce que c'est important ou pas? Oui, donc ça c'est quelque chose que j'avais mis ici. Les défis un petit peu de ça, donc comme tu le disais, il y a déjà des pertes qui sont quand même assez grandes, hein. Il y a au moins 30 dB de pertes par canal, et là il faut que les deux photons soient arrivés en même temps, donc en fait on double. Il y a un temps de visibilité qui est assez court parce qu'on va prendre plutôt des satellites en orbite basse, puisque donc il y a un peu un trade-off, en fait, plus on va aller haut, plus on va voir le satellite longtemps, mais plus il va y avoir de pertes. Et c'est les pertes qui dominent, donc on va essayer de mettre les satellites assez bas, du coup on les voit moins de 10 minutes typiquement. La sensibilité à la météo, ça c'est très important, s'il y a des nuages ça ne marche pas, les photons ne passent pas à travers un nuage. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des effets saisonniers. Il y a deux effets. Il y a la météo donc, qui va être un peu moins bonne en hiver typiquement, mais à contrario, l'hiver on a plus de nuit et donc moins de bruit de photons dû au jour. Donc voilà, il y a un peu des trade-offs. Donc la synchronisation qui est très élevée et les corrections atmosphériques. Alors ça bizarrement c'est pas si terrible. Donc typiquement la polarisation par exemple ça résiste très bien à l'atmosphère. C'est ce qu'a démontré le satellite chinois. En fait il a envoyé des paires de photons impliqués en polarisation et avec juste une compensation de polarisation au sol géométrique, juste parce que en fait quand le satellite passe, le référentiel relatif entre le sol et le satellite il tourne aussi. Donc avec juste des corrections déterministes qu'ils avaient précalculées, ils ont montré que ça fonctionnait très bien, on avait des corrélations très fortes entre les photons. Voilà. Le satellite chinois, pour l'instant, c'est le seul qui fait ce type d'expérience. Il n'avait aucune autre tentative. C'est pas le seul. Ah, ils en ont relancé d'autres aussi depuis. Donc, mais toujours les mêmes équipes. Après, il y a d'autres démonstrations, mais qui envoient 2 photons au sol, c'est les seuls qui l'ont vraiment fait. Il y a des démonstrations où il y a des systèmes qui sont tout embarqués, notamment avec des nanosats. Donc au Canada, il y a un projet comme ça. Il y a eu un projet à Singapour aussi, donc où ils avaient une source de photons intriqués à bord et la détection à bord. Et là, ils tendent pour l'année prochaine à mettre un télescope, donc mesurer un photon à bord, un photon au sol. Et encore plus tard, ils enverront les deux. Mais de démonstration avec vraiment les 2 photons envoyés au sol, c'est les seuls. Ouais. Et tu dis qu'ils ont envoyé déjà le 2e satellite. Oui, même plus que 2 maintenant. Ouais. Oui, ça vient d'être publié. Ouais, c'est Ils ça. ont envoyé un satellite de 23 kg. 23 kilos. Voilà, ça. Donc le premier satellite Missus, c'était quand même un gros satellite de démonstration. Voilà, c'était pas du tout un nanosat, hein, c'était ce gros satellite-là. Donc là, on voit il y a un télescope qui est fixe et qui pointe la station avec tout le satellite qui bouge, et un deuxième télescope mobile qui pointe la deuxième station en même temps. Et là, ce qu'ils ont envoyé, c'est plutôt des nanosats. De ce que je comprends, vous êtes quand même un petit peu obligé, dans ces applications, d'utiliser des satellites en orbite basse pour avoir des bilans de liaison qui ne sont pas trop catastrophiques. Oui. Du coup,
bon, vous êtes emmerdé parce que le temps de 10 minutes, c'est quand même pas long pour faire les manips. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une incidence de l'effet Doppler qui va faire qu'il faut le compenser activement par une manière ou pour une autre pour avoir des photons discernables? Oui, totalement. Donc alors la première solution, comme on ne voit pas les satellites longtemps, c'est de faire des constellations. On met plein de satellites, donc comme ça on en voit plus. Après, donc, comme tu dis, l'effet Doppler, gros problème. Donc, le Doppler il va décaler la fréquence des photons. Donc ça c'est un problème puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il soit indiscernable, notamment sur la fréquence. Donc il va falloir compenser l'effet Doppler en fréquence du satellite, enfin du photon qui descend du satellite. Et ça fait aussi des problèmes de timing. Donc par exemple, typiquement si on envoie des pulses, enfin des photons toutes les nanosecondes, l'effet est petit mais il y a quand même un effet relativiste, un peu de compression-dilatation. Donc il va faire que le temps d'arrivée est un petit peu décalé. Ça aussi il va falloir le prendre en compte. Donc oui, pour cette application-là, il faut faire... Les photons, elles doivent être en plus, vous devez pouvoir les sweeper en fréquence à la vitesse du Doppler. Alors, soit on le fait à bord, soit on compense au sol. Il peut y avoir plusieurs stratégies. On peut le faire, donc typiquement, je pense qu'on fera un jour si on fait vraiment cette démonstration. Le satellite, on va le faire le plus simple possible, donc lui, il a juste des paires de photons. Par contre, au sol, on peut mettre une source de photons impliqués dans la station. Et elle, là, on a plus de liberté pour venir changer, par exemple, la fréquence du laser de pompe, pour changer aussi la fréquence des photons impliqués, ou alors des systèmes tout optiques pour faire des chiffres de fréquence. Voilà, il y a plusieurs stratégies possibles, mais oui, ça c'est un gros problème en effet. Après, il y a aussi une autre stratégie qui consiste à prendre des photons qui spectralement sont très larges, et donc du coup, en fait, le Doppler est assez négligeable. Parce que donc typiquement, c'est quand le satellite arrive vers nous pour des photons dans les longueurs de télécom à 1550 nanomètres, il y a à peu près moins 5 gigas de décalage, et dans l'autre sens, enfin non, plus 5 pardon, et ensuite quand il s'éloigne, moins 5 gigas. Donc il y a à peu près 10 gigas de battement, et si on prend des photons qui spectralement font des centaines de gigas, en fait c'est assez négligeable. Donc il y a plusieurs stratégies un peu pour faire ça. On déplace le problème. Oui. Et sur des satellites en géo, où là il y aurait peut-être moins de problèmes avec ces questions-là, les bilans de liaison sont vraiment trop mauvais ou ouais. Oui, là on a à peu près 60 dB par canal, et donc comme il faut que les deux photons arrivent, ça fait 120 dB, et donc au bout d'un moment... Parce que la grosse limitation, comme disait Eric, c'est que les détecteurs de photons uniques, alors il y a deux technos, mais en tout cas ils ont ce qu'on appelle les DARCAM, donc ils vont cliquer tout seuls alors qu'il ne s'est rien passé. Et donc, au bout d'un moment, quand le signal devient trop faible, on ne sait plus distinguer quels sont les faux des vrais, et en fait, on perd tout. Plus, évidemment, le bruit de fond de l'atmosphère, même la nuit, il y a toujours un petit peu de bruit de fond quand même. Donc, c'est ça la limite, en fait. D'accord. Une question là, puis une question là. Ouais, moi, je suis informaticien, j'ai une question sur le type de communication. C'était très clair l'explication, mais du coup après, si je comprends bien, en fait ici on va fabriquer un état partagé entre Alice et Bob. Ouais. Par contre, il n'y a pas de communication au sens où est-ce qu'on a après moyen de transférer de l'état d'un côté à l'autre ou pas? Ouais. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à ça? Parce que là, il me manque le... Ouais, ok. Alors je l'ai passé parce que j'avais pas de temps, mais donc j'ai parlé de la commutation d'intrication. Ouais, c'est ça. Et du coup là, effectivement, on voit bien qu'on va partager un état quantique. Donc ça, c'est en fait l'application, c'est par exemple Alice et Bob, ils ont chacun un ordi et ils veulent faire un calcul ensemble. Donc en fait, un ordinateur quantique, c'est quoi? C'est un registre de n qubits. On fait des opérations logiques sur tous ces qubits et on mesure ce même registre à la fin. Donc au début, je sais pas, on l'initialise par exemple tous les qubits à 0, on fait des opérations et on regarde le résultat final. Donc si les deux ordinateurs sont indépendants, ils vont faire des opérations et les résultats de chacun des qubits vont être indépendants. Par contre, si on a réussi à intriquer les deux ensembles de qubits au départ, ben en fait c'est comme si on avait un registre de départ pour l'informaticien qui est commun. Ouais, c'est pour ça que ça marche avec les ordinateurs quantiques. Voilà. C'est fait pour... okay. Donc ça c'est la commutation, mais là je pense que ta question c'est la téléportation quantique. Donc ça existe aussi. Ouais. C'est cette fois Alice, elle a préparé un qubit et elle veut l'envoyer à Bob. Donc elle ne peut pas le faire par Internet classique, comme on a dit, puisqu'il y a ce problème de théorème de non clonal. Mais par contre, avec quasiment la même idée que ce que j'ai montré, on peut téléporter le qubit d'Alice chez Bob. Donc comment ça marche?
en fait, c'est la même chose que la commutation d'intrication, sauf que cette fois, au lieu d'avoir 2 sources de photons intriqués, j'en ai une seule. Et à gauche, j'ai le photon à téléporter d'Alice. Donc Alice, elle prépare, ça c'est l'état général d'un qubit, alpha 0 plus bêta 1, où alpha et bêta peuvent être complexes. Ça c'est la façon la plus générale d'écrire un état quantique. Et le but, c'est qu'à la fin, Bob, il ait exactement ce même état. Donc ça marche un peu pareil. On a la source de photons intriqués, on a une mesure de Bell, et cette fois, la mesure de Bell, on l'a fait entre le qubit d'Alice et un des photons de la paire. Donc là, on va mesurer le qubit d'Alice et le photon de la paire dans la base des états de Bell. Et le photon restant, cette fois, donc il n'est plus dans un état de Bell, puisqu'il n'y a plus de dernier photon avec qui intriquer, mais ça va copier-coller quasiment l'état quantique d'Alice sur le dernier photon, à une petite transformation près. Et ça, c'est très important, parce que s'il n'y avait pas cette petite transformation, on se dit, ben là, en fait, on téléporte instantanément un état, même s'ils sont à l'autre bout de l'univers, il n'y a plus de causalité, en fait. Il n'y a pas besoin de vitesse de la lumière entre les deux pour propager de l'info. Ben, si, on retrouve quand même la causalité, parce que donc, ce dernier photon qui reste, il a quasiment l'état d'Alice, mais en fait, ça dépend du résultat de la mesure de Bell. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Si dans la mesure de Bell, on a trouvé l'état phi+, alors Bob a exactement le même état qu'Alice, il n'y a rien à faire. Par contre, si dans la mesure de Bell, on avait mesuré phi-, il a presque le même état qu'Alice. Il a alpha moins bêta. Donc on peut corriger le moins bêta, le transformer en plus bêta, c'est assez facile à faire, mais il faut le savoir. Donc ça veut dire que le résultat de la mesure de Bell, c'est la petite flèche noire là-haut. Il y a une communication classique par ce qu'on veut, Ethernet. Voilà. Et il doit dire, j'ai mesuré phi-, fais cette petite correction, donc tourne une lame de polarisation par exemple, et tu auras mon état. Et c'est ça qui préserve la causalité, en fait, c'est parce qu'il y a cette communication classique qui, elle, ne peut pas aller plus vite que la lumière, qu'on ne pourra jamais enlever, en fait. Ouf, je dormirai mieux. Merci. Très rapide. Oui, très Voilà. rapide. Le système nous semble apporter un certain nombre de réponses d'un point de vue sécurité sur la partie notamment intégrité des données qui sont transmises. Par contre, sur la partie disponibilité, donc des éventuels dénis de service, embrouillage par rapport à tout ce dont on a parlé hier, donc sur les brouillages de signaux GPS, ça semble relativement sensible. Est-ce qu'il y a des choses qui sont étudiées par rapport à ça pour améliorer, on va dire, la résilience à ce genre d'attaque? Pas forcément des attaques, ouais. Ça peut être des causes naturelles aussi, hein, mais... ça, c'est la grosse limitation. Donc, par exemple, si on pense à la QKD, la cryptographie quantique, en fait, dans les projets qu'on a, ce qu'on va demander à l'utilisateur, c'est de demander un nombre de clés par mois. Et il ne va pas pouvoir, à l'instant T, dire « je veux une clé tout de suite », parce que ça dépend s'il y a des nuages, etc. Donc, en fait, il va demander une certaine quantité de clés par mois. Nous, à l'avance, on se débrouille pour faire notre réseau et avoir des clés. Et quand il a besoin, ensuite, on lui délivre les clés sécurisées. Donc ça, c'est pour la partie QKD. Et pour la partie réseau d'information quantique, là, il faut que ce soit en temps réel, parce qu'il faut que toute la chaîne elle marche en même temps jusqu'à l'utilisateur. Et donc la vision futuriste qu'on aimerait avoir, c'est que si les mémoires quantiques étaient capables de stocker plein de qubits pendant très longtemps, en fait, on pourrait précharger des états intriqués et les relâcher quand on a envie en appuyant un bouton de la mémoire. Mais bon, à l'heure actuelle, les mémoires, elles tiennent quelques millisecondes au max. Donc on est très loin de faire ça. Mais voilà, ce serait ça la solution.